Takeru est un bon narien qui dirige l'équipe la plus nulle de l'académie. Mais tout change quand la meilleure élève rejoint son escouade et l'aide à libérer ses pouvoirs latents, le rendant surpuissant pour terrasser ses ennemis. L'histoire débute à l'académie anti-magie. Takeru déambule dans les couloirs, conscient d'être le capitaine de la pire escouade. Il doit pourtant devenir inquisiteur pour traquer sorcières et criminels et éponger les dettes de ses parents. Arrivé au bureau, il trouve Usagi et Ikaruga en train de faire des photos suggestives. Usagi le frappe pour avoir surpris leur séance. Pendant ce temps, le directeur Sugetsu réprimande Okyu, une inquisitrice ayant tué une sorcière en mission. En punition, elle est rétrogradée étudiante et affectée à la pire escouade. Usagi et Takeru se disputent sur leur crédit académique, mais Ikaruga suggère de gagner des points en démantelant un trafic d'objets magiques cette nuit-là. Sugetsu débarque et présente Oka, leur nouvelle recrue. Usagi la reconnaît immédiatement. C'est une prodige devenue inquisitrice en moins de 2 ans, une ancienne camarade de classe. Une fois seule, Takeru demande timidement à Oka si elle se souvient de lui, mais elle le rejette froidement. À la nuit tombée, l'équipe part en mission, Ikaruga restant en retrait pour les surveiller. Dès qu'Usagi repère les cibles, elle prévient Takeru et Okyu. Ils s'infiltrent alors dans le bâtiment pour prendre les criminels par surprise. À l'entrée, Takeru neutralise un garde avec Oka et ordonne à Usagi de tirer. Mais en entrant, il réalise que les criminels sont intacts. Usagi a tiré dans la mauvaise pièce. Les voyous se moquent de son katana, ce qui met Takeru en rage. Ikaruga lui demande de se calmer, mais un tir l'atteint. Takeru active alors ses réflexes pour trancher la balle en plein vol. Stupéfait, les hommes tirent à nouveau, mais Takeru dévie les balles et jure de les découper. Ikaruga l'interpelle alors avec la voix de sa sœur, ce qui l'apaise instantanément. Il supplie alors de les épargner. Soudain, les lumières s'éteignent. Oka surgit, esquive les attaques avec agilité et neutralise tout le monde, laissant Takeru bouche bée. Elle ordonne au dernier homme de se rendre, mais le lâche invoque un méca magique géant et arrose la pièce de balle. Takeru se met à couvert, mais Oka esquive les tirs avec précision, tout en détruisant les points faibles de la machine. En voulant l'aider, Takeru trébuche et tombe sur la poitrine d'Oka. Gêné, Oka lui donne un coup de pied dans les parties. Dans la confusion, Usagi tire enfin dans le bon bâtiment, mais la balle ricoche et assomme Takeru. Des semaines plus tard, Usagi reproche à Oka d'agir seule. Oka rétorque qu'elle ne peut pas faire confiance à des incapables. Takeru, conscient de la vérité, décide d'élaborer un plan pour l'intégrer. Le soir, il organise une fête surprise pour Uka, mais elle les insulte pour avoir joué pendant les cours. En partant, Takeru remarque une blessure sur son bras droit. Inquiet, il la suit dehors et lui demande ce qui est arrivé. Furieuse, Uka lui dit de la laisser. Mais Takeru rappelle qu'il est son capitaine et la convainc de l'emmener. Le duo infiltre un abattoir du syndicat Valhalla et élimine des gardes pour sauver des otages, mais il les trouve découpés dans des poubelles. Uka s'effondre en larmes et court massacrer les gardes. Takeru l'arrête, prévenant qu'elle perdra sa licence d'inquisitrice. Uka s'en fiche, une sorcière a tué sa famille, elle les déteste et veut toutes les détruire pour se venger. Alors qu'elle veut tirer, Takeru l'écarte et jure de devenir son équipier. Le lendemain, Sugetsu vante l'escouade de Takeru à Uka, espérant qu'elle reconnaîtra enfin leurs capacités. Il lui révèle qu'un membre est candidat au titre de mangeur de reliques. Uka est choqué, mais conclut que Sugetsu surestime ses idiots et s'en va. Sugetsu remarque Lapis, une mangeuse de reliques, et espère qu'elle trouvera un partenaire. La nuit, la sorcière Marie rencontre le nécromancien Haunted de Valhalla pour livrer un objet magique. Voyant sa chemise ensanglantée, elle demande combien il a tué de gens. Il répond 50 criminels. Furieuse, elle voudrait l'éliminer si leur chef le permettait. Haunted assure qu'il combat leur ennemi commun, les inquisiteurs. Le lendemain, Usagi explique à Takeru que ses erreurs de tir étaient dues à son trac excessif. Uka entre et Takeru l'invite à déjeuner. Irritée, elle refuse et le critique, disant qu'il veut juste devenir inquisiteur pour l'argent. Ikaruga l'interpelle, lui rappelant qu'elle a perdu son rang pour avoir massacré des criminels sans réfléchir. Uka s'enfuit. Haunted, sur un toit, se plaint de la paix qui règne. Il invoque un monstre ancien pour semer le chaos. Pendant ce temps, Takeru trouve Uka sur les tombes de sa famille et lui demande ce qui s'est passé. Elle raconte le massacre, dit avoir abandonné son humanité pour exterminer les sorcières et demande à Takeru s'il en est capable. Une explosion retentit et Haunted ordonne à son monstre d'infiltrer la zone restreinte. Uka arrive sur les lieux et apprend qu'un Einherjar est apparu. Takeru élimine des ghouls tout en cherchant Uka. Il croise Lapis qui disparaît aussitôt. Ikaruga le contacte. Sugetsu annonce qu'un guerrier ancien, un Einherjar, approche de la zone restreinte de l'académie. Faute de personnel,
Sujetsu demande aux élèves de combattre. Ikaruga demande alors à Takeru s'il fuit ou s'ils se battent. Bien que fuir semble sage, Takeru veut apaiser la haine d'Oka. Elle rejoint Leinherjar et tire 2 coups de feu sur lui. Le monstre réplique, la déséquilibre et lui entaille la cuisse. Sans broncher, elle continue de tirer tout en esquivant. Leinherjar la projette contre une fontaine. Désespéré, Oka invoque son arme magique, Vlad, et lui ordonne de soigner sa blessure. Une fois soignée, elle débloque le premier cran de son arme et tire sur l'armure. Vlad lui explique que le fourreau du monstre se régénère et qu'il faut le détruire avec de la magie pour le rendre vulnérable. Oka fusionne ses armes et offre son sang à Vlad. Elle transperce alors le corps de Leinherjar de plusieurs pointes, brisant le fourreau. Hélas, alors qu'elle va attaquer, Vlad l'abandonne lâchement. Leinherjar la projette violemment contre le mur. Heureusement, Takeru intervient et repousse le monstre. Oka lui dit de partir, mais Takeru fonce tête baissée sur Leinherjar. Il esquive les coups et tente de trancher l'armure. Ikaruga le prévient par radio que l'arme du monstre doit refroidir entre 2 tirs, c'est le moment idéal pour attaquer. Takeru s'approche et frappe le monstre. Il demande à Usagi de tirer pour le déstabiliser. Alors qu'il tente de l'achever, Leinherjar utilise sa magie et pulvérise Takeru. Alors qu'il agonise, Lapis apparaît, emporte son âme dans une dimension parallèle et le choisit comme second contractant. Elle lui demande s'il est prêt à renoncer à son humanité pour vaincre. Il accepte. Elle lui donne une épée, ressuscite son corps, l'enveloppe d'une armure invincible et le renvoie dans le monde réel. Elle se présente comme une entité réservée aux inquisiteurs, le reconnaît comme son nouveau maître et l'exhorte à combattre. Takeru fonce sur Leinherjar et engage le duel. Leinherjar s'apprête à utiliser sa magie. Lapis ordonne à Takeru de rester ferme, la gâchette pressée, et active la magie de l'arme. Quand Leinherjar tire, l'arme absorbe toute l'attaque. Takeru s'élance alors et détruit le monstre d'un seul coup de magie. Après ça, Takeru s'assoit avec Oka sous un arbre et lui propose de partager son fardeau de vengeance. Ému, Oka demande si c'est vraiment possible, mais Takeru la rassure avant de s'endormir sur ses genoux, ce qui la touche profondément. Ailleurs, Mari est acculée et arrêtée par les inquisiteurs. Quelques jours plus tard, Sujetsu rencontre le chasseur de sorcières Kurogani en zone restreinte et apprend que la mémoire de Mari a été effacée pour empêcher toute fuite d'informations. Étant une sorcière recherchée, Sujetsu ne peut ni la libérer ni l'exécuter. Il se rend donc à sa cellule et lui souhaite la bienvenue à l'académie. Le lendemain, Sujetsu rencontre le peloton de Takeru, lui présente Lapis comme une puissante relique épée et la lui confie. Il les félicite pour avoir vaincu Leinherjar et décide de les récompenser avec une mission spéciale. Il fait venir Mari et explique que l'académie veut intégrer des sorcières à l'Inquisition. Il leur confie sa garde en secret, ce qui les choque. Plus tard, Mari leur dit de la laisser tranquille. Mais Takeru l'avertit que son collier explosera si elle utilise la magie. Alors qu'Usagi et Ikaruga veulent l'ignorer, Oka rappelle leur mission et ordonne à Mari de les prévenir avant chaque action. Irritée, Mari demande à Oka si elle doit aussi demander la permission pour marcher. Au lieu de répondre, Oka s'énerve violemment. Avant même de comprendre, elles se mettent à se disputer comme des gamines. Takeru tente de les calmer, mais Mari finit par partir, furieuse. Plus tard, Oka et Mari s'affrontent lors d'une séance de tir. Après la victoire d'Oka, elle passe au saut en longueur où elle gagne encore, ce qui énerve Mari. Plus tard, en cours d'histoire, Mari marque un point en répondant à une question difficile, ce qui rend Oka folle de rage. À la cantine, Mari prend le dernier petit pain juste sous le nez d'Oka et la provoque sur son échec en cours. En représailles, Oka se moque des jambes de Mari pour son saut raté, relançant une dispute bruyante. Quand Takeru tente d'intervenir, elles le frappent toutes les deux avant de se calmer. Peu après, Mari offre une boisson fraîche à Takeru pour soigner sa joue enflée. Touchée, Takeru la remercie et s'excuse pour Oka, mais Mari lui rappelle qu'elle est leur ennemie. Takeru assure que son statut de sorcière ne change rien, mais Mari le traite d'idiot et promet de le tuer dans son sommeil. Imperturbable, Takeru lui demande pourquoi elle veut devenir inquisitrice. Elle répond qu'elle veut prouver au monde que la magie n'est pas toujours dangereuse. Takeru salue sa noblesse, ce qui lui vaut d'être traité de bizarre. En partant, Mari demande son prénom et propose de s'appeler par leur prénom, ce que Takeru accepte. Pendant ce temps, Haunted observe depuis un toit, se remémorant la nuit de l'arrestation de Mari. Elle l'interrogeait sur sa rupture d'accord et ses expériences sur des innocents quand les inquisiteurs sont arrivés. Alors que Mari tentait de sauver les otages, Haunted les a piégés dans un cercle magique, les a massacrés et s'est enfui, laissant Mari derrière avec un sort d'amnésie. Maintenant qu'elle est capturée, Nat lui reproche de ne pas l'avoir tuée,
Mais Haunted voulait la torturer pour son plaisir. Il promet de la libérer. Au bureau, Takeru, excédé par les disputes entre Mari et Uka, tente de les calmer. Uka s'étonne que Takeru appelle Mari par son prénom. Mari s'agrippe au bras de Takeru, rendant Uka folle de rage. Usagi les interrompt pour présenter le tableau du tournoi de combat de l'académie. Plus tard, Kiwaya demande à Takeru si son escouade participe. Takeru confirme. Kiwaya salue son courage, mais jure de les écraser lors du tournoi. Le soir, Takeru apprend que Mari va loger chez lui et reste pétrifié. Uka surgit, attrape Mari par les cheveux et l'accuse de vouloir séduire Takeru, déclenchant une nouvelle dispute. Uka explique que Sujetsu a décidé que Mari logerait chez Takeru, faute de place ailleurs. Elle promet de rester pour surveiller Mari. L'appartement est minuscule et délabré, mais Takeru les accueille quand même. Takeru leur laisse les clés et s'en va, ignorant que les inquisiteurs surveillent la zone. À son retour, il surprend Mari en train de se sécher, totalement dénudée. Il panique. Mari lui demande de ne pas regarder, mais Uka surgit et se jette sur elle. Elle tombe sur Takeru, l'étouffant sous leur poitrine. Le tournoi commence quelques semaines plus tard. Après avoir éliminé 2 commandos, Takeru demande à Usagi de sniper l'ennemi, mais elle est bloquée car Uka est en difficulté. Mari refuse d'aider, laissant Takeru dans l'impasse. Agacé par les provocations du sniper adverse, il décide de servir d'appât pour que Uka puisse éliminer 2 autres cibles. Il sort de sa cachette et provoque l'ennemi, mais se fait corriger. Touché, Mari change d'avis, entre dans la bataille et distrait l'adversaire. Uka, Takeru et Usagi éliminent les derniers ennemis et gagnent. Le soir, Takeru nomme Mari MVP et demande l'avis d'Uka. Uka remercie Mari, mais celle-ci l'ignore. Ikaruga l'accuse alors d'être hautaine et se moque de sa poitrine plate. Plus tard, Uka va voir Sujetsu, mais il est absent. Elle tombe sur le rapport concernant Mari et découvre avec horreur qu'elle était recherchée pour meurtre. Au carnaval, Mari demande à Takeru comment Usagi et Ikaruga sont devenus si proches. Il explique qu'elles étaient ennemies et espère que Mari et Uka deviendront amies. Takeru rappelle à Mari qu'elle reste humaine malgré ses pouvoirs. Mari avoue avoir peur de s'ouvrir, car ses rares souvenirs lui font croire qu'elle était une personne terrible. Touché, Takeru lui jure de l'accepter telle qu'elle est. Ému, Mari l'entraîne jouer. Au 2e jour du tournoi, Oka arrive en retard et emmène Takeru pour lui parler de Mari. Sujetsu voit Kurogane et apprend qu'Oka connaît la vérité sur l'arrestation de Mari. Il ignore cela et demande si les agents du Valhalla viendront la sauver, mais Kurogane n'en sait rien. Alors que le combat d'entraînement commence, Oka se demande si Mari cache d'autres secrets. Soudain, Yoshi, l'équipière de Kuya, s'approche en se tenant le ventre de douleur. Des ronces jaillissent d'elle, neutralisent Kuya et détruisent la barricade. Takeru accourt, mais les ronces forment une fleur qui invoque Haunted, un agent du Valhalla venu sauver Mahari. Mahari ne le reconnaît pas. Haunted s'approche, mais Kurogane et ses hommes tirent sur lui. Il pousse un cri et crée un champ magique cubique qui piège l'escouade de Takeru et Mari, laissant les autres dehors. Il s'approche de Mari et Takeru, suppliant Mari de revenir vers lui. Quand Takeru s'interpose, Haunted, jaloux, demande si c'est son nouveau petit ami. Avant qu'elle ne réponde, il exige qu'elle l'accepte, menaçant de la tuer si elle refuse. Takeru coupe court à ses divagations par une insulte. Irrité, Haunted menace de tuer Takeru. Celui-ci refuse et passe en mode Relic Eater. Reconnaissant l'inquisiteur qui a détruit son Einherjar, Haunted change de ton et implore son pardon. Takeru fonce, mais Haunted feint la soumission. Il poignarde Takeru, qui s'écrase contre un mur, puis fusionne avec Nak pour passer en forme reliquitée. Oka et Ikaruga trouvent Usagi inconsciente. Ikaruga la réveille en chantant. Sujetsu appelle Oka, qui l'accuse d'avoir arrêté Mari illégalement. Elle a trouvé des traces de magie noire sur les lieux du crime. Comme Mari ne peut pas utiliser cette magie, elle n'est pas responsable des meurtres. Sugetsu réalise qu'elle a raison et décide de négocier avec elle pour éviter le scandale. Haunted dit à Mari de se protéger, mais elle ne le reconnaît pas. Comprenant qu'elle est sous le coup d'un sort d'amnésie, il l'annule. Ses souvenirs reviennent. Elle aidait des orphelins. Haunted a détruit l'orphelinat, capturé les enfants et l'a forcé à le rejoindre pour les sauver. Mari s'effondre, se sentant coupable de leur mort. Haunted promet de libérer Takeru si elle revient, mais Takeru lui dit de ne pas le croire. Oka a prouvé que les enfants étaient déjà morts. Mari est perdue, mais Haunted confirme les dires de Takeru en invoquant les cadavres des enfants. Il avoue les avoir tués et propose à Mari de jouer avec leur corps. Dévastée, elle s'effondre de douleur, tandis que Haunted jubile. Takeru lui dit que pour expier sa culpabilité, elle doit poursuivre son rêve et sauver des vies grâce à la magie. Si c'est trop dur,
Il propose de partager son fardeau, ce qui laisse Mari totalement stupéfaite. Il prend une posture de combat et défie Haunted. Ce dernier attaque, mais Takeru bloque et contre-attaque avant d'être repoussé. En attaquant à nouveau, Takeru est stoppé par une force invisible. Il demande à Lapis ce qui se passe. Ils analysent la zone et découvrent que Haunted utilise sa magie signature, des entailles invisibles tout autour d'eux. Comprenant cela, Takeru demande à Lapis de changer la forme de son épée lors du prochain assaut. Il se jette sur Haunted. Haunted bloque, mais Takeru transforme son arme en épée courte et le poignarde au ventre. Il passe ensuite à une épée à 2 mains pour le dominer, jusqu'à ce que ce lâche utilise le corps de Yoshi pour le distraire et le faire tomber. Mari se souvient d'un sort appris à l'orphelinat et le lance pour protéger Takeru, sachant que cela activera son collier explosif. Haunted esquive et elle attend patiemment que le collier mette fin à ses jours. Mais le collier se désactive. Oka apparaît, expliquant qu'elle a forcé Sujetsu à le désarmer. Le temps presse, elle ordonne à Mari de sauver Takeru avec sa magie. Elle court rejoindre le combat et lance du minerai pour irriter Haunted. Alors qu'elle commence son sort, Haunted fonce sur Oka pour la tuer. Mais Usagi intervient et le neutralise. Le temps que Haunted se relève, Mari termine son sort et le tire sur Takeru, qui l'absorbe. Haunted attaque Takeru avec sa magie, mais à sa grande surprise, Takeru surpasse sa technique en libérant la puissance absorbée par Mari, expulsant Haunted de sa forme de relique eater. Choqué, Haunted demande son nom, reconnaît un clan de chasseurs de démons et disparaît. Le champ magique se dissipe, Takeru s'effondre et Mari accourt en pleurant pour le remercier. Un mois plus tard, la mère riche de Musagi la convoque pour critiquer ses notes. Quand Musagi tente de s'excuser, elle la coupe, annonce que c'est son dernier mois à l'académie et qu'elle la mariera à une famille plus riche, pour qu'elle soit enfin utile. En partant, Usagi la supplie de reconsidérer, mais sa mère l'ignore et s'en va. Plus tard, l'escouade de Takeru et d'autres élèves se réunissent pour l'annonce du festival de chasse aux sorcières par Rima, le nouveau président du comité. Takeru s'ennuie et demande à Ikaruga qui est ce monsieur parfait. Elle répond que c'est un bébé Eppo qui vient d'arriver. Rima présente la nouvelle monnaie du festival, échangeable contre de l'argent. Ikaruga, Maori et Ochu trouvent ça matérialiste, mais Takeru est si enthousiaste qu'ils préparent déjà leur participation. Oka et Mari s'étonnent de l'intérêt de Takeru. Ikaruga explique qu'il a besoin d'argent pour éponger les dettes de ses parents. Usagi arrive alors à l'entrée. Sur le point d'entrée, elle se souvient des mots de sa mère et hésite à quitter l'escouade. Soudain, elle les entend s'inquiéter pour elle et se sent touchée par leurs compliments. Mais quand Mari veut lui donner un surnom, Usagi surgit, la rabroue et presse tout le monde de revenir au festival. Un type étrange se présente comme capitaine d'une petite escouade et propose une alliance pour le festival. À la surprise générale, Takeru accepte. Plus tard, Usagi va marcher pour se changer les idées, mais elle tombe sur Reima. Terrifiée, elle tremble en s'excusant. Mais Reima dégage une aura sinistre et lui conseille, d'une voix douce et inquiétante, de profiter de ses derniers instants à l'école. Usagi s'effondre, tremblante. Takeru, qui passait par là, accourt pour l'aider. Reima se présente comme un ami d'enfance, demande à Takeru de veiller sur elle et s'en va. Takeru remarque la terreur d'Usagi. Quand il lui demande ce qui se passe, elle le supplie de l'aider avant de perdre connaissance. Pendant ce temps, Sendo emmène Ochu voir Nagaru, la présidente du conseil. Nagaru demande si elle croit à la légende de Méphisto, mais Ochu pense que ce n'est qu'un conte. Nagaru révèle que Méphisto a possédé une subordonnée, tuant tout le monde sauf elle. Oka est sous le choc. Au même moment, Takeru et les autres rendent visite à Usagi. Après quelques mots, Takeru s'apprête à partir, mais Usagi lui attrape la main, alors il décide de rester jusqu'à son réveil. À la nuit tombée, Usagi se réveille et voit Takeru à ses côtés. Elle s'excuse de l'avoir fait attendre, mais il la rassure et propose de la raccompagner. Nagaru liste les exploits de Rima en un mois et demande à Oka si son transfert juste après la bataille contre Haunted ne lui semble pas suspect. Takeru interroge Usagi sur Reima, mais elle refuse d'en parler. Il insiste pour qu'elle se confie, mais elle s'emporte et lui demande s'il veut l'épouser. Comprenant qu'il ne peut rien faire, elle éclate en sanglots. En tant qu'héritière, sa mère veut qu'elle épouse Rima pour assurer leur avenir financier. Elle confie à Takeru, les larmes aux yeux, qu'elle passe son dernier mois avec eux, puis tente de s'enfuir. Takeru la retient et insiste pour qu'elle reste chez lui. Plus tard, sous la douche, l'esprit d'Usagi s'égare. Elle imagine Takeru la prendre pour empêcher sa mère de forcer ce mariage. Quand Takeru rentre, elle s'approche de lui, vêtue d'une simple serviette, ce qui le déstabilise totalement. Alors qu'il lui propose sa chemise, Usagi trébuche dans ses bras et laisse tomber sa serviette, dévoilant sa poitrine. Takeru la rattrape et, troublée,
Elle lui demande de faire attention car c'est sa première fois. Alors qu'ils vont s'embrasser, Mari, Oka et Ikaruga entrent et, choqués de voir Takeru avec une Usagi dévêtue, le roue de cou, pensant qu'il abuse d'elle. Ensuite, Takeru leur révèle tout ce qu'il sait sur Rima. Usagi demande timidement pourquoi tout le monde est là. Takeru explique qu'il a organisé une réunion pour améliorer ses notes afin que sa mère l'autorise à rester. Usagi se sent mal à l'aise que tout le monde se donne autant de mal pour quelqu'un d'aussi inutile qu'elle. Takeru lui rappelle qu'elle est un membre essentiel de l'escouade qui leur a sauvé la vie. Le lendemain, Ikaruga lance son plan, un défilé cosplay devant quelques pervers assoiffés. Après avoir forcé ses coéquipiers à s'habiller en star de Balfeurie, elle pousse les garçons à prendre une photo. Plus tard, alors qu'Oka patrouille, elle voit une fille tracer une ligne blanche au sol et lui demande ce qu'elle fait. La fille répond que Rima lui a ordonné de le faire pour le festival, ce qui rend Oka méfiante. Pendant ce temps, Rima interpelle Takeru et lui dit que Usagi lui appartient. Irritée, Takeru rétorque qu'elle n'appartient à personne. Rima demande quel est leur lien. Quand Takeru parle de camarades, Rima rit et affirme qu'un meurtrier de frère ne peut pas avoir d'amis. Furieux, Takeru le saisit au collet et exige qu'il retire ses mots, mais Rima insiste sur le fait qu'Usagi a tué son frère. Takeru jure de la sauver et finit par le lâcher. Peu après, Oka demande à Vlad de survoler le campus. Les lignes de Rima forment un cercle magique de contrôle mental. Ailleurs, Rima menace Usagi pour ne pas être rentrée chez elle. Usagi refuse de céder. Rima lui arrache son bandeau, la traite de meurtrière et lui dit qu'elle ne lui échappera jamais. Sendo informe Nagaru que Rima est en fait Mephisto. Nagaru réalise que Sendo est possédé par Mephisto et pointe son arme sur elle. Pendant ce temps, Takeru et Mari cherchent Usagi, tandis qu'Oka et Sendo vont arrêter Rima. Imperturbable, Rima demande pourquoi elle l'arrête. Oka répond qu'elle sait qu'il est Mephisto. La fausse Sendo révèle être Mephisto et se moque de Sendo et Nagaru. Alors qu'Oka veut répliquer, Rima lui colle un talisman, la distrait, et permet à Mephisto de transférer son esprit dans le corps d'Oka. À cet instant, le collier explosif de Mari se désactive. Elle prévient Takeru, mais Nagaru l'appelle pour lui dire qu'Oka est en danger. Pendant que Mephisto s'habitue au corps d'Oka, elle annonce à Rima qu'elle doit lancer un sort. Rima panique, disant que ce n'était pas prévu et qu'il l'a fait venir pour conquérir l'Académie et l'Inquisition. Agacé, Mephisto saisit Rima à la gorge et menace de le tuer. Quand il proteste, elle lui rappelle ce qu'il était avant, puis le lâche, promettant de lui laisser l'Académie une fois son corps récupéré. Nagaru informe Takeru que le vrai corps de Mephisto est enfermé dans l'Académie et qu'elle veut utiliser un objet magique pour laver le cerveau des élèves. Takeru explose de rage pour Oka et raccroche. Il demande à Lapis où est Usagi. Apprenant qu'elle est à l'église, il demande à Mari de l'aider à briser le contrôle mental de Rima pour aller sauver Usagi. Usagi se souvient du jour où son frère a trouvé le fusil de leur grand-père et a été tué accidentellement. Aux funérailles, ce lâche de Rima lui a demandé ce qu'elle avait ressenti en tuant son frère. Comme elle refusait de répondre, il l'a frappée et faite sienne. Elle se réveille sur l'autel de l'église avec Rima au-dessus d'elle. Effrayée, Usagi le supplie d'arrêter, mais il la gifle et commence à se déshabiller. Voyant la photo de ses amis, elle réalise qu'elle a enfin un foyer et mord Rima à l'épaule pour le faire tomber. Furieux, Rima invoque son épée pour tuer Usagi. Mais Takeru surgit et le projette contre un mur, sauvant ainsi Usagi. Il serre Usagi dans ses bras, lui donne une clé USB et lui dit de voir Ikaruga pour aider Mari pendant qu'il gère l'autre idiot. Ikaruga donne à Usagi le fusil de son grand-père avec 2 balles spéciales pour détruire l'âme de Mephisto sans tuer l'hôte. Mari localise la source du sort sur un balcon. Alors qu'elle tente de le désarmer, Oka arrive l'air inquiet. Mari comprend que c'est Mephisto qui se révèle et la braque avec son arme. Au moment de tirer, Usagi la pousse dans le vide. Mephisto survit à la chute, colle un talisman sur Usagi et s'enfuit. Le talisman provoque des hallucinations chez Usagi. Profitant de sa distraction, Mephisto retourne vers Mari pour l'abattre. Takeru surgit sous sa forme de reliquiteur et la repousse. Mephisto invoque l'arme d'Oka, Vlad, et tire sur Takeru, le forçant à reprendre sa forme humaine. Furieux, Takeru l'attaque à l'épée. Mais en parant le coup, Mephisto sent Usagi arriver et décide de tester leur lien. Dès qu'elle arrive, Mephisto se fait passer pour Oka et dit à Usagi que Takeru est l'imposteur. Usagi est désemparé. Après un silence, Takeru lui dit de les abattre tous les deux, affirmant qu'aucun ne mourra. La fausse Oka panique et crie au mensonge. Quand Uju vise, l'âme d'Oka reprend le contrôle. Mephisto, perdu, supplie Uju de tirer. Usagi l'atteint d'une première balle pour l'expulser, puis l'anéantit d'une seconde. Mari dissipe le sort et court vers Oka, inconsciente,
entourée de Takeru et Usagi. Ikaruga arrive, lui prend le pouls et rassure tout le monde. Elle a juste besoin de repos. Quelques jours plus tard, Suigetsu montre à Ikaruga le cristal Matrix, convoité par Alchemist pour créer des armes biologiques. Ikaruga rend le dossier, affirmant que c'est impossible car il a disparu. Suigetsu demande si elle sait qui l'a volé, mais Ikaruga prétend tout ignorer et s'en va. Takeru et Usagi découvrent que leur peloton est encore dernier au classement. Mari se moque d'eux, provoquant la colère d'Usagi. Aksha et Ikaruga arrivent. Ikaruga lance que Takeru est un aimant à filles, ce qui met tout le monde très mal à l'aise. Le peloton cherche des petits boulots pour gagner des crédits. Après avoir bavardé, Ikaruga prépare ses affaires et annonce qu'elle prend un congé, laissant tout le monde furieux. Usagi remarque l'inquiétude de Takeru, qui trouve étrange qu'Ikaruga prenne des vacances. Loin de là, Haunted retrouve Isuka, la sœur d'Ikaruga, et admire sa tristesse face à ses expériences ratées. Isuka se rend et Haunted l'exhorte à profiter de la vie. Elle répond qu'elle est dévouée à la recherche. Il lui demande alors pourquoi elle a trahi Alchemist pour les rejoindre. Isuka explique que l'organisation bridait sa créativité, puis elle a une migraine. Haunted s'inquiète, et elle révèle qu'Ikaruga vient de divulguer des infos sur la Matrix volée. Au même moment, Takeru et les autres suivent Ikaruga jusqu'aux égouts. Le réseau est vaste et dangereux, alors Takeru demande à Lapis de les aider à la localiser. Ikaruga appelle Isuka pour lui dire qu'elle apporte la Matrix. Isuka demande pourquoi elle l'a volée il y a 4 ans, mais Ikaruga reste évasive et raccroche, tombant sur 2 gardes. En surface, des gardes tirent sur Takeru et son groupe. Ils trouvent Ikaruga inconsciente devant 2 gardes, les neutralisent et Takeru l'emmène en lieu sûr pendant que les autres couvrent leur fuite. À son réveil, Takeru veut retourner chercher les autres. Ikaruga l'en empêche, mais un missile les frappe et le blesse. Ikaruga l'emmène de force dans sa planque. En chemin, elle appelle Isuka, s'excuse, présente les autres comme ses amis et menace de rompre l'accord si on les touche. Suigetsu appelle la directrice d'Alchemist pour savoir s'ils sont derrière l'attaque. Elle nie, affirmant qu'un 5e centre de recherche renégat agit seul. Suigetsu menace de déclarer la guerre à ce centre pour voir sa réaction. À sa surprise, la directrice lui donne son feu vert pour les éliminer. Suigetsu appelle Kurogane pour mobiliser les chasseurs de sorcières. Pendant ce temps, Oka, Mari et Usagi, prisonnières d'Isuka, discutent des rumeurs sur la résurrection des elfes noirs. Oka n'y croit pas, mais Isuka surgit, se présente comme la sœur d'Ikaruga et doute de leur amitié. Usagi proteste, mais Isuka assure qu'Ikaruga ne s'intéresse qu'à l'extraordinaire. Isuka raconte leur enfance. Gamines, elles étaient déjà des génies chez Alchemist et ont terrifié 2 scientifiques en vantant un gaz rendant les gens meurtriers. Plus tard, Ikaruga lit un livre sur la maternité volé à un échantillon et pose des questions étranges à Isuka. C'est interdit, alors Isuka lui dit de s'en débarrasser. Ikaruga refuse, se sentant étouffée par le labo. Elle finit par visiter une capsule contenant une expérience ratée sur un elfe noir. Au lieu de suivre le protocole, elle ramène le bébé elfe. Isuka est furieuse, sachant qu'Ikaruga sera renvoyé si on le découvre, et exige qu'elle le remette en cellule. Ikaruga tente de s'en débarrasser, mais le bébé l'appelle maman et elle craque. Elle décide de le garder, fait ses bagages et vole la matrice perdue. En s'échappant, Isuka se réveille et la supplie de rester, disant qu'elles ont besoin l'une de l'autre. Ikaruga réalise la vérité et lui demande de fuir avec elle. L'alarme retentit, signalant le vol de la matrice. Ikaruga court vers la cellule, mais elle est détruite. Elle abandonne tout et s'enfuit à l'académie, laissant Isuka derrière. De retour au présent, Ikaruga se blâme pour son manque de morale. Takeru lui demande alors pourquoi elle a voulu négocier avec sa sœur, en sachant pour les elfes noirs. Curieuse, Ikaruga demande ce qu'il ferait s'il savait. Quand Takeru propose son aide, elle se détend, monte sur son bâton et retire ses vêtements pour un moment intime. Takeru est choqué, ce n'est pas le moment pour ça. Ikaruga répond qu'étant tous 2 vierges, ce serait la meilleure façon de vivre leur première fois avant de se dire adieu. Takeru demande ce qu'elle veut dire par adieu, mais des hélicos arrivent. Ikaruga l'embrasse, lui injecte un paralysant et sort affronter Isuka. Peu après, un camion dépose Oka, Usagi et Mari. Usagi annonce qu'elle retourne au centre pour sauver Ikaruga, pensant qu'elle a négocié leur libération avec la matrice perdue. Oka demande si elle lui fait encore confiance après son passé. Usagi assure que son passé lui importe peu et qu'elle fera tout pour la ramener saine et sauve. Impressionnée, Oka décide de l'aider. Soudain, les dragons de l'académie passent au-dessus d'elle, et la limousine de Suigetsu s'arrête à leur hauteur. Suigetsu sort et demande ce qu'elles font là. Oka lui renvoie la question. Il annonce qu'ils entrent en guerre contre Isuka et demande où sont Ikaruga et Takeru. Oka ignore où ils sont. Il soupire,
leur donne accès à ses armes et leur permet de combattre avec l'Académie pour abattre le centre. Takeru surgit, se transforme en relique Eater et rejoint la bataille. Takeru demande à Lapis de localiser Ikaruga. Elle pointe le sommet de la tour. Takeru demande s'il peut voler, mais Lapis active les propulseurs pour un grand saut plané. Sugetsu neutralise les ennemis avec son fusil, Innocentius. Oka rejoint Takeru au combat, tandis qu'Usagi et Mari les couvrent au sniper depuis un point d'observation. Oka prévient Takeru que l'Inquisition arrêtera Ikaruga si elle découvre ses expériences. Ils doivent l'atteindre avant eux. Takeru s'infiltre immédiatement dans le bâtiment. Isuka retrouve Ikaruga au labo et lui reproche de l'avoir abandonné 4 ans plus tôt. Ikaruga répond qu'elle voulait juste explorer le monde décrit dans le livre. Furieuse, Isuka révèle que ses supérieurs ont modifié ses gènes pour lui infliger une douleur atroce dès qu'elle ressent une émotion. Elle exige la matrice perdue pour être guérie par Valhalla. Ikaruga refuse, voulant l'empêcher de ressusciter les elfes. Isuka rit, mais Ikaruga s'excuse de l'avoir laissée, l'enlace et la supplie de la suivre vers un monde meilleur. Isuka la repousse, affirmant ne plus avoir besoin d'elle et voulant tout détruire pour survivre. Ikaruga refuse, alors Isuka lui tire dans la jambe et exige la matrice. Ikaruga ouvre sa chemise, révélant la matrice incrustée sur sa poitrine, et se transforme en elfe noir. Sous le choc d'Isuka, elle crée une sphère d'antimatière pour la soigner. Mais avant d'arriver, Haunted surgit et poignarde Isuka. Furieuse, Ikaruga se jette sur lui avec sa sphère d'antimatière. Il bloque l'attaque, mais le recul provoque une explosion qui détruit l'étage. Ikaruga rattrape Isuka et tente de la sauver. Trop tard, ses pouvoirs s'éteignent. Avant de mourir, Isuka dit à Ikaruga de vivre, car l'elfe sauvé jadis est en sécurité. Haunted réapparaît et invite Ikaruga à poursuivre les recherches d'Isuka. Elle lui tire dessus, alors il invoque une wyverne mécanique. Takeru arrive, attrape Ikaruga et apprend qu'il faut viser le point faible. Pendant que la wyverne crache du feu, Oka et Takeru la retiennent, tandis qu'Ikaruga demande à Usagi d'utiliser le canon pour détruire sa colonne vertébrale. Avec seulement 5 tirs, Usagi panique et rate les 2 premiers. Le 3e touche sa cible, mais cela ne suffit pas. La colonne exposée, la wyvern assomme Oka. Takeru saute dessus, mais son armure Relic Eater tombe en panne de mana. Mari lui donne son mana, permettant à Takeru de détruire le noyau et la wyvern. Plus tard, il retrouve Ikaruga près de la base. Il la réconforte et elle fond en larmes. Quelques jours après, elle annonce une opération secrète pour démanteler un trafic d'artefacts. Usagi et les autres veulent y aller, mais Ikaruga refuse. Oka accepte la mission pour prouver leur valeur, sans savoir qu'ils devront s'infiltrer dans un club de striptease. Usagi et Mari abordent des clients, tandis qu'Oka, mal à l'aise, se présente timidement. Un homme fait une remarque déplacée sur son physique et elle explose. Takeru arrive déguisé en serveur et gère la situation avec professionnalisme. Il repère un homme suspect à la table 4 et Oka s'approche. L'homme, ivre, touche maladroitement Oka. Elle réagit violemment, le frappe et tire sur son paquet, grillant leur couverture. Ils arrêtent l'homme, mais ce n'était qu'une console portable. Un autre suspect tente de fuir avec une bague, mais Takeru le neutralise. De retour au bureau, Oka s'excuse. Ils examinent la bague et découvrent qu'elle n'est imprégnée que d'une faible magie de séduction. Ikaruga blâme Ouchu et veut tester la bague. Soudain, les filles la lui arrachent des mains. Mari et Usagi se battent pour l'avoir, mais elle glisse. Takeru tente de la rattraper, mais elle brille et se fixe à son doigt. La pièce devient rose et les filles deviennent obsédées par lui. Il fuit Usagi, croise Maori qui pleure sur sa poitrine et l'empêche de se déshabiller. Il tente de fuir, mais Oka le plaque au sol et le dévore des yeux. Gêné, Takeru va voir Ikaruga, mais la perverse finit par vomir sur lui. Le lendemain, le peloton va à la plage pour enquêter sur cet été éternel. Mari enfile son maillot et joue, tandis que Uchu analyse le sable à la recherche de magie. Usagi arrive en maillot moulant. Oku lui demande de se calmer, mais Ikaruga, agacé, l'oblige à porter un maillot plus décent pour se fondre dans la masse. Ils s'amusent toute la journée jusqu'à ce qu'Ikaruga se repose. Takeru et les autres mangent des ramen, mais il attrape une migraine en mangeant un granité. Les filles vont acheter des glaces, mais Takeru a mal au ventre et court aux toilettes. Lapis veut le suivre, mais Usagi et Maori l'en empêchent. Oka voit des sauveteurs porter un homme blessé par un monstre. Lapis en déduit que l'inviteur de l'été est responsable de ce climat persistant. Il décide de nager pour trouver le monstre. Comme Ouchu ne sait pas nager et qu'Ikaruga est épuisé, Usagi et Mari servent d'appât au bout d'une ligne. Le monstre attrape Usagi et Mari par derrière, les faisant hurler. Lapis tente de les remonter,
mais le fil casse et elles sont entraînées sous l'eau. Takeru sort des toilettes, passe en mode mangeur de reliques et plonge, mais son armure le fait couler. Usagi et Mari l'insultent, mais il transforme son épée en canne à pêche et libère les filles. Aochu désactive le collier de Maori qui crée un champ magique pour séparer la mer. Takeru et Usagi achèvent le monstre et le ramènent sur le rivage. Le soir, Oka offre des glaces aux filles pour les remercier. Quelques semaines plus tard, Takeru rend visite à sa sœur, Kiseki, dans la prison de haute sécurité. Kiseki complimente Takeru et demande des nouvelles. Il parle de son peloton, mais elle devient jalouse quand il avoue admirer une fille en particulier. Malgré tout, elle sourit et lui dit qu'elle est heureuse de le voir vivre sa vie. Mais Takeru sait qu'elle ment, car dans son état, elle ne peut pas être heureuse. Il promet de lui offrir une vie normale un jour, mais le temps presse et le gardien le fait sortir. Plus tard, Usagi vise une voiture en ville et tire dans les pneus. Après l'accident, les deux criminels volent une moto pour fuir Oka qui les poursuit. Ils utilisent un sort de vitesse pour la distancer, mais grâce à la moto d'Ikaruga, Oka les rattrape en quelques secondes. Après avoir attiré les idiots dans une ruelle, Oka prévient Takeru par radio. Takeru surgit alors devant les criminels, détruit leur moto et les capture. Le lendemain, alors qu'Usagi et Ikaruga vérifient leur crédit, Oku s'approche de Takeru, inquiète de ses cernes. Elle vérifie sa température et, rassurée, lui dit timidement qu'il peut compter sur elle. Plus tard, Takeru croise Kuya et Sojutsu. Il veut demander ce qui est arrivé à Yoshi, mais Kuya le traite de traître. Sujetsu et Kiyoya surveillent Kiseki dans sa cellule pour s'assurer qu'elle reste bien endormie. Quand Kiseki se réveille, Sujetsu explique à Kurogana que ses pouvoirs sont si dangereux que tout ce qu'elle touche devient une partie d'elle. Si on ne l'arrête pas, elle finira par consumer la planète entière. Sugetsu avoue qu'ils doivent la tuer sans cesse pour forcer ses pouvoirs à se manifester et les détruire avant qu'elle ne devienne incontrôlable. Kiseki, en reprenant ses esprits, hallucine et voit Takeru la quitter pour une autre. Dévastée, elle perd le contrôle et sombre dans la folie. La prison est mise en confinement et Kurogana entre dans la cellule pour affronter la véritable forme monstrueuse de Kiseki. Ailleurs, Oka guide ses collègues en traquant des mages criminels déguisés en prostituées de luxe. Les criminels passent devant Mari et Usagi, qui distribuent des tracts en tenue légère. Mari tente de leur donner un tract, mais ils comprennent qui elles sont et ouvrent le feu. Mari déploie immédiatement un chant d'aurore. Même après avoir bloqué les balles, les douilles deviennent des mandragores géantes et les criminels s'enfuient. Takeru abandonne son déguisement et les poursuit dans une ruelle sombre. Dès son arrivée, il voit quelque chose dévorer les criminels, sous le choc. Kiseki sort alors de l'ombre, épuisée mais heureuse de le retrouver. Takeru la rattrape, stupéfait, et lui demande pourquoi elle est là. Kiseki dit qu'elle voulait juste le voir, quand Ucha et les autres arrivent, intrigués par cet inconnu. Takeru les menace de son épée, puis se calme après les mots d'Oka. Il explique que Kiseki est sa petite sœur, une criminelle évadée de haute sécurité, ce qui laisse tout le monde sous le choc. Peu après, Kiseki se réveille dans une planque avec Takeru et s'excuse d'avoir encore tué. Alors qu'il la rassure, Oku se présente, mais la jeune fille se cache timidement derrière son frère, forçant Takeru à s'excuser pour elle. Comprenant la situation, Aka emmène Takeru dehors. Il révèle aux autres que Kiseki est une entité dangereuse qui a massacré beaucoup de monde dans leur ville natale. Sous le choc, les autres écoutent Takeru expliquer qu'elle est normalement sage mais incapable de contrôler ses pouvoirs. Ikaruga intervient pour expliquer qu'elle souffre du syndrome de débordement, un trouble génétique poussant les sorcières à perdre le contrôle et devenir folles. Elle rassure tout le monde. Comme Kiseki a épuisé son mana pour s'évader, ils sont en sécurité pour l'instant. Oka demande alors ce qu'ils doivent faire. Alors que Takeru envisage de la livrer à l'Inquisition, Oku révèle avoir coupé les communications pour leur offrir 1 heure de répit en tant que frère et sœur. Ikaruga et Osaji sont impressionnés par cette attention, tandis que Mari agace Okyu comme d'habitude. Peu après, ils annoncent à Kiseki qu'elle va passer un moment avec Takeru et lui font essayer des tenues mignonnes. Le soir, dans un café, Kiseki remercie le peloton de la traiter normalement, malgré sa dangerosité. Elle demande à Takeru si Oka lui plaît. Quand il répond qu'elle est sympa, Kiseki demande s'il peut la tuer, craignant de perdre à nouveau le contrôle et de faire encore plus de victimes qu'il y a 5 ans. Après un silence, Takeru refuse, voulant qu'elle vive comme sa sœur. Kiseki pleure, et Takeru promet que s'il doit un jour la tuer, il mourra avec elle. Il lui demande de tenir bon, ce qu'elle promet. À des centaines de kilomètres, dans une cabane, Orochi, un chef de Valhalla, informe son partenaire Watari que leur cible s'est évadée de la prison de l'Académie. Watari veut attaquer l'Académie, mais Orochi lui ordonne de capturer Kiseki. Pendant ce temps, alors que Takeru et Kiseki s'apprêtent à monter dans la grande roue,
Kyuya et Yoshi apparaissent et se transforment pour capturer Kiseki. Sentant le danger, Takeru passe en mode reliquité et attaque Kyuya, stupéfait. Takeru explique que Sugetsu a vu son potentiel, mais pendant leur affrontement, Yoshi se révèle être Nero, le Relic Eater de Kyuya. Heureusement, Kurogane intervient pour stopper le combat et promet de les punir pour avoir agi en zone civile. Takeru se désactive, rejoint Kiseki et s'excuse de ne pas avoir pu la protéger. Kiseki le serre fort, lui rappelle leur promesse et perd connaissance. Sugetsu arrive, informe Takeru qu'elle a été sédatée et le condamne à l'isolement pour l'avoir protégée. Takeru demande ce qu'il adviendra d'elle. Sugetsu assure qu'elle sera transférée et qu'Alchemist pourrait supprimer ses pouvoirs. Plus tard, Watari attaque un avion leurre de l'académie, mais réalise que Kiseki n'est pas à bord. Kurogane et Kiyo, qui transportent Kiseki, sont informés de l'attaque, mais continuent leur route. Kiwi devient arrogante et demande à Kurogane s'il est vraiment du côté de l'humanité ou des hérétiques. Kurogane demande pourquoi il pose une question aussi absurde. Mais quand Kuya divague en lui disant de ne pas entraver sa vengeance contre les hérétiques, Kurogane l'ignore. Soudain, leur véhicule est attaqué et stoppé par les dragons de Valhalla. Kurogane et Kuya sortent pour les éliminer. Pendant ce temps, Takeru rêve de sa première rencontre avec Kiseki, enfermée dans leur réserve familiale, quand son père lui a appris qu'elle était sa petite sœur. Il lui a expliqué que les filles de leur lignée sont des démons et qu'il est de tradition de les tuer à la naissance. Hélas, Kiseki était immortel, impossible à tuer. Quelques mois plus tard, le jeune Takeru a trouvé son père agonisant, lui tendant son katana pour qu'il exécute Kiseki avant de mourir. Takeru a pris la lame et s'est approché de Kiseki sous sa forme démoniaque. Mais manquant de résolution pour tuer sa sœur, il a hésité et l'a vu tomber de la falaise en perdant le contrôle. Takeru se réveille en cellule. Oka, dans la cellule voisine, s'excuse d'avoir causé tout ça. Takeru lui dit de ne pas s'en vouloir, car il sait qu'elle voulait aider. Il lui demande pourquoi elle a fait ça. Oka répond qu'elle voulait partager son fardeau, car elle lui est reconnaissante de l'avoir aidé à trouver la paix au sein du peloton. Pour elle, qui ne vivait que pour la vengeance, trouver la paix dans le quotidien la rend heureuse, grâce à Takeru. Alors qu'il la remercie, Nagaru surgit et les libère de leur cellule. En sortant, elle annonce à Takeru que le transport de sa sœur a été attaqué par Valhalla et lui ordonne d'y aller. Takeru s'échappe et retrouve Useiji, Mari et Ikaruga prêts pour la mission. Au même moment, Orochi apparaît devant Kurogane et Kuya après le combat. Kurogane ordonne à Kuya de continuer vers l'installation pendant qu'il reste affronter Orochi. Après le départ de Kuya, Orochi demande à Kurogane s'il peut le gérer sans faillir. Kurogane l'ignore et invoque son arme hybride, le Relic Eater, pour combattre. Peu après, Kuya arrête le véhicule, s'approche de Kiseki sous sa forme de Relic Eater et la met en joue. Heureusement, Takeru arrive et l'interpelle sur sa cruauté. Imperturbable, Kuya dit vouloir éliminer les hérétiques, encouragé par son Relic Eater, Nero. Takeru tente de lui faire comprendre que Nero le manipule, mais Kuya l'attaque pour le faire taire. Après avoir esquivé, Takeru se jette sur Kuya, tranche ses balles, détruit son arme et le met à terre. Kuya se relève pour tirer, mais Aochu le force à quitter sa forme de Relic Eater. Comprenant sa défaite, Kuya saute du pont. Takeru se précipite pour libérer Kiseki. En la sortant, sa forme démoniaque se manifeste, lui causant une immense souffrance. Alors qu'elle le supplie d'abréger ses souffrances, Haunted surgit et poignarde Takeru, puis invite Kiseki à les rejoindre. Kiseki croit alors que son frère est mort. Elle sombre dans la folie, laissant une masse de chair démoniaque jaillir de son corps pour tout détruire. Pendant ce temps, Sugetsu retrouve la PDG de l'alchimiste Suzaku sur un toit, révélant qu'il a laissé Kiseki se transformer pour lui montrer sa dangerosité. Quand elle propose d'aider à détruire les démons, Sugetsu lui ordonne de rester en retrait et de laisser Takeru s'en charger. Dans la rue, Oka arrive et découvre Takeru suspendu en l'air, poignardé, tandis que Haunted déverse son venin comme le minable qu'il est. Frustrée, elle exige qu'il relâche Takeru. Devant son refus, elle invoque Vlad et ouvre le feu sur lui. Après avoir bloqué ses tirs, Haunted l'attaque au corps à corps pour l'empêcher d'utiliser Vlad et finit par la poignarder. Imperturbable, Oka se soigne et demande à Vlad de conclure un pacte. Surpris, Vlad demande pourquoi maintenant, alors qu'elle ne l'utilisait que pour sa vengeance. Tout en repoussant les tentacules, Oka lui avoue qu'elle a changé, car Takeru et les autres méritent qu'elle donne tout. Séduit, Vlad accepte le pacte et recouvre son corps d'une armure de reliquité, comme celle de Takeru. Elle attaque Haunted par surprise, mais il bloque le coup, passe en forme de mangeur de reliques et contre-attaque violemment. Oka repère une faille, transforme son arme en épée plasma
et transperce la poitrine de Haunted, le mettant hors d'état de nuire. Elle court vers Takeru, mais alors que les tentacules la poursuivent, Ikaruga, Osagi et Maori arrivent en van pour l'évacuer. En chemin, Ikaruga explique que seul Takeru peut l'arrêter, mais qu'ils doivent détruire cette masse de chair avant qu'ils ne soient tous anéantis. Soudain, les démons renversent leur véhicule. Ils s'extirpent du van, dressent une barrière et abattent les tentacules en attendant le réveil de Takeru. Ikaruga prévient alors le groupe. Même s'il se réveille, Takeru devra peut-être tuer sa sœur pour sauver le monde. Pour éviter cela, Oka passe en forme de mangeur de reliques, détruit les tentacules et s'approche du corps de Kiseki. Au même moment, Takeru revit ce moment d'il y a 5 ans où il a hésité à tuer sa sœur, regrettant de ne pas avoir su choisir. Alors qu'il baisse les bras, Lapis apparaît dans son subconscient et lui propose ses pouvoirs s'il renonce à son humanité. Takeru se souvient des moments passés avec son peloton et décide de vendre son âme pour obtenir la puissance nécessaire. Lapis l'embrasse pour sceller le pacte, améliore son armure en mode chasseur de dieux et le réveille. Pendant ce temps, les démons s'en prennent à Oka qui s'approche, mais elle les pulvérise malgré les supplications de Kiseki. Alors qu'elle s'apprête à rejoindre Ikaruga, des démons volants l'encerclent. Elle les détruit tous dans une explosion massive pendant que ses alliés continuent le combat. Takeru sort du van, son armure brillant d'un bleu éclatant, et absorbe le mana restant d'Oka, la faisant redevenir normale. Il s'excuse, demande aux autres de veiller sur elle, et déclare qu'il doit affronter sa sœur seul. Oka le supplie de ne pas tuer sa sœur, car il le regretterait toujours. Takeru refuse de l'écouter, s'excuse auprès des autres qui le supplient de rester, mais il s'en va. Quelques secondes plus tard, il localise Kiseki. Mais avant qu'il ne l'atteigne, Haunted surgit sous sa forme de reliquiteur et le provoque. Irrité, Takeru l'attaque pour l'écarter. Pendant que Haunted se défend, les démons de Kiseki tentent de la convaincre que Takeru va mourir, ce qui la rendra folle de rage. Takeru déplore ses erreurs passées et son indécision, ce qui énerve Haunted. Takeru jure de suivre ses désirs. Haunted l'attaque, mais Takeru bloque le coup et promet à Kiseki de la sauver et de revenir sain et sauf. Les démons de Kiseki s'opposent à sa décision, voulant qu'ils périssent tous les deux. Mais Kiseki s'y oppose, créant un conflit interne entre son esprit et les démons. Haunted continue d'attaquer Takeru, promettant de le tuer avant de s'en prendre à sa sœur. La tension monte, les démons faiblissent, et Takeru terrasse Haunted avec sa technique ultime. Haunted vaincu, il fonce vers Kiseki, lui prend la main et l'enlace, dissipant la masse démoniaque. Orochi retrouve Sujetsu, disparu depuis 150 ans, et l'avertit qu'une guerre approche. Takeru revient avec sa sœur. Il avoue ne pas l'avoir sauvée, mais promet de trouver un remède. Les filles le taquinent sur son inquiétude et lui demandent de partager son fardeau à l'avenir. C'est la fin de cette vidéo. Que va-t-il arriver à Takeru et son équipe selon vous? Dites-le nous en commentaire. Pour plus de résumés d'animé, regardez cette vidéo.